Bienvenue à tous dans cette édition des Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Évaluation de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a rencontré mardi le président de la République. Les engagements pris à Washington et à Doha en faveur des réfugiés et déplacés internes ont été évoqués. Diabolisation de la banque Equity BCDC, la Banque centrale du Congo précise à l'opinion que l'État congolais constitue l'actionnaire majoritaire et que le Kenya en tant que pays n'a aucune part dans cette société à capitaux privés. Revendication persistante des enseignants avant la rentrée scolaire prévue le 1er septembre prochain, alors que l'intersyndicale menace d'aller en grève, le syndicat La synergie des syndicats, elle, appelle à l'apaisement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi 26 août dernier à la Cité de l'Union africaine Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en visite officielle en République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation humanitaire. La rencontre a tourné essentiellement autour de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington et la déclaration des principes de Doha en faveur des réfugiés et des déplacés internes. Deuxième pays en Afrique avec le plus grand nombre de personnes déplacées internes, soit près de 6 millions au 31 mai 2025, la République démocratique du Congo a atteint les niveaux records. En réponse à ces drames humanitaires, une tripartite RDC-HCR-Rwanda tenue en juillet 2025 à Addis Abeba avait permis au parti l'adoption d'une feuille de route 2025-2026 pour le rapatriement et la réintégration des réfugiés. Et c'est pour s'assurer de sa mise en œuvre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en séjour à Kinshasa a été reçu ce mardi 26 août 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité et la ministre d'État aux Affaires étrangères, Filippo Grandi a exprimé la disponibilité du HCR dans la réussite des opérations du rapatriement des réfugiés. Le message principal de notre côté, c'est qu'on est là, on est présent, on est à votre service pour que tout cela puisse se faire de la manière la plus efficace et la plus correcte. Finalement, un appel aussi aux donateurs, aux bailleurs, parce que tout cela coûte des ressources, a besoin de ressources pour être fait. Elle est urgente parce que les réfugiés, mais d'ailleurs les Congolais aussi qui sont déplacés ou qui vivent dans leur pays, mais qui vivent dans cette situation difficile à l'Est, souffrent beaucoup. Donc il faut que maintenant les initiatives politiques se traduisent dans des bénéfices concrets pour les personnes qui sont dans des situations de conflit, y compris les réfugiés et les déplacés, et c'est là où on va s'engager. Voilà. Le haut-commissaire du HCR s'est en outre réjoui de la signature des accords de Washington et des engagements de Doha, devant permettre à son organisation de travailler encore mieux sur ces dossiers humanitaires. Maintenant, avec les accords de Washington et avec les engagements pris à Doha, une ouverture politique s'est produite qui va nous permettre de travailler encore mieux sur ce dossier qui est humanitaire, mais qui a bien sûr des retombées, des liens avec la situation politique. Le HCR joue dans ce contexte un rôle de facilitateur du dialogue et des résultats concrets qui peuvent venir de ce dialogue. Il faut préciser qu'en complément à ces initiatives de paix, la France organisera à Paris en octobre 2025 une conférence internationale sur la crise humanitaire en RDC. Des assises qui voudraient associer toutes les parties prenantes régionales afin de créer un espace de dialogue sur les causes profondes de la crise et surtout mobiliser la communauté internationale afin de venir en aide aux personnes déplacées de force dans cette partie du pays. Pendant ce temps, la province du Congo central vibre dans la fièvre de l'arrivée imminente du chef de l'État. La première ministre, Judith Suminwa, a dépêché lundi dernier à Matadi son conseiller juridique et administratif, Christophe Nzaïna, afin de s'enquérir des préparatifs
auprès des autorités provinciales. Sur place, il s'est entretenu avec le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete. La ville de Matadi vit dans l'expectative de la visite prochaine du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son itinérance territoriale, ce qui justifie l'arrivée à Matadi d'une délégation de la primature conduite par le conseiller juridique et administratif du Premier ministre Judith Souminois, maître Christophe Nzaïna Moumesso. Ce dernier est allé présenter ses civilités au maire de Matadi, Dominique Kodiambete, dans son bureau de travail à qui il a fait part de l'objet de sa mission à Matadi. En fait, nous sommes l'équipe de la primature qui est venue en mission pour superviser, voir comment est-ce qu'on doit préparer l'arrivée du chef de l'État dans notre province. C'est pour cela, vous savez, lorsque le chef arrive, il y a d'abord des problèmes qui sont sécuritaires. Et pour la sécurité, on vient voir, à part le gouverneur de la province qui est le chef de l'entité régionale, mais aussi c'est ici à Matadi, le numéro 1, les premiers citoyens de la ville, c'est le maire de la ville. Ils sont venus nous enquérir de la situation sécuritaire pour nous permettre les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État ici à Matadi. Nous avons recueilli des informations très fiables par rapport à l'autorité et nous allons tous exploiter pour que l'accueil du chef de l'État soit très bien ici à Matadi. Après Matadi, cette délégation de la primature se rendra également au Bas-Fleuve pour une mission analogue. Et dans le chapitre de l'éducation, la RDC s'apprête à vivre une rentrée scolaire 2025-2026 sous le signe de l'incertitude, alors que le calendrier fixe la reprise des cours au 1er septembre prochain. La menace d'une grève des enseignants plane, alimentée par des revendications persistantes. Le climat social est polarisé par la position de l'intersyndicale des enseignants qui brandit le spectre d'un arrêt de travail à partir du 6 septembre et celle de la synergie des syndicats des enseignants qui appelle au calme et au dialogue. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a récemment engagé des discussions avec les leaders syndicaux pour baliser la voie à une rentrée scolaire apaisée, même si ces pourparlers n'ont pas encore abouti à un accord unanime. Réunie mardi 26 août au siège de Bandalungwa, l'intersyndicale, qui regroupe plusieurs organisations, accuse le gouvernement de ne pas respecter ses engagements, notamment en ce qui concerne le paiement d'une prime de 50 000 francs congolais pour chaque enseignant et le financement de la mutuelle de santé des enseignants. L'irrégularité de la paie des enseignants dans plusieurs provinces éducationnelles et celles des territoires occupés. Les non-paiements des intervenants des évaluations certificatives. La grève qui se profile à l'horizon n'épargne pas les provinces, dont le Congo central. À l'employeur de trouver des solutions idoines. Ainsi, nous soutenons la position de l'intersyndicale nationale et nos yeux sont fixés vers la suite réservée quant à ces. Ainsi fait, à Matadi. À cette menace, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, tout en reconnaissant les problèmes existants, a adopté une posture modérée en privilégiant le dialogue. Les enseignants réunis en assemblée générale ce jour décident de reprendre le travail en toute responsabilité sur toute l'étendue du territoire national dès le 1er septembre et donner l'ultimatum au gouvernement de 3 mois pour résoudre les différents litiges des enseignants. Passé ce délai, les enseignants cesseront le travail à partir du 4 décembre, période prévue pour les évaluations. Et puis, cette précision de taille. C'est-à-dire pour nous, les enseignants, 1,5 million, cela veut dire la rentrée apaisée. Sans cela, il n'y a pas rentrée apaisée. Pendant ce temps, les parents d'élèves sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire national pour préparer la rentrée, malgré la menace de grève et l'inflation qui pèse sur les budgets familiaux.
Budget 2026, on en parle, le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito et le ministre des Relations avec le Parlement Guy Loando ont échangé mercredi dernier sur le mécanisme à mettre sur place afin de doter le pays d'un budget réaliste plutôt et crédible, mais également le dossier majeur lié à l'état d'avancement du projet de loi des finances pour l'exercice 2026, actuellement en phase de finalisation à l'approche de la session parlementaire essentiellement budgétaire. Images et commentaires. À 2 semaines de la rentrée parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Loando Mboyo, veut s'assurer de l'état d'avancement du projet de loi des finances de l'exercice 2026. C'est dans cette optique qu'il est venu s'en enquérir auprès du vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito. Une démarche qui traduit la volonté du gouvernement d'assurer une préparation concertée et rigoureuse de la session budgétaire. Donc nous sommes venus, comme on est encore dans la phase de la préparation de la loi des finances 2026, nous sommes venus savoir qu'est-ce qui est dans la marmite en termes d'épices, en termes d'aliments qu'on va donner aux Congolais. Parce que le budget, de fois, c'est un terme assez technique. En fait, les routes qu'on veut avoir, les travaux qu'on veut avoir, les supports au ménage qu'on peut avoir, l'électricité, tout ça, il faut qu'il y ait un outil financier qui prévoit ça en termes de dépenses et en termes de recettes qui sont réalisées par les régies financières. Et donc, nous sommes venus, nous avons été suffisamment édifiés. Nous remercions très sincèrement M. le vice-premier ministre Muzito. D'abord, il n'est pas, vous savez, c'est l'ancien premier ministre de notre pays. Il a été ici dans ce ministère du budget. C'est un outillé. Et nous avons été suffisamment édifiés. Nous le remercions pour cette collaboration gouvernementale. L'engagement d'Adolphe Muzito à doubler le budget national témoigne d'une vision ambitieuse et réaliste pour doter la RDC des moyens financiers à la hauteur de ses besoins. En plaçant les préoccupations de la population au cœur de la préparation du budget 2026, le vice-premier ministre du budget traduit dans le fait la volonté de transformer les promesses politiques en résultats concrets. Sa démarche s'inscrit dans une logique des réformes structurelles à même de renforcer la transparence, la crédibilité, l'efficacité de la dépense publique. Écho de la Banque centrale du Congo suite à certaines rumeurs jugées infondées par la Banque centrale du Congo ciblant la banque Equity BCDC résultant du désaccord diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Kenya. L'institution bancaire congolaise a tenu à fixer l'opinion par un communiqué publié le 17 août dernier sur le fait que la banque Equity BCDC est une société à capitaux privés et que l'État congolais en est aussi actionnaire pendant que l'État kenyan n'a aucune participation dans le capital de la dite banque. Racha Keke pour les détails. La Banque centrale du Congo informe l'opinion publique que la banque Equity BCDC, dont l'État congolais est actionnaire, est injustement ciblée par certaines rumeurs infondées, cherchant à s'aimer la confusion et à éroder la confiance du public. Pour dissiper toute ambiguïté, il importe de rappeler que Equity BCDC est une filiale d'Equity Group Holding PIC, société à capitaux exclusivement privés. L'État kenyan n'a aucune participation directe ou indirecte dans le capital de cette institution. La Banque centrale du Congo rassure la clientèle que tous les dépôts et avoirs placés auprès d'Equity BCDC sont entièrement sécurisés. L'institution dispose d'une solidité financière avérée et respecte scrupuleusement la réglementation bancaire nationale. La Banque centrale invite donc la population congolaise ainsi que l'ensemble des partenaires économiques à demeurer sereins, confiants et vigilants face à ces rumeurs malveillantes et à continuer à collaborer avec Equity BCDC en toute quiétude. Communiqué signé André Wamesung Kwaloloki, gouverneur. Sécurité à présent, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé officiellement mardi dernier l'opération Ndobo pour lutter contre la criminalité et le banditisme urbain dans la province du Kwilu, confrontée à la persistance de la milice Mobondo. Pour le patron de la sécurité congolaise, les hommes en uniforme doivent bannir toute forme de mauvaise pratique. Suivez.
C'est au centre Ebiko de Bandundouville que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chambani, lance officiellement l'opération Dobo dans la province du Kwilu, et ce, en présence du gouverneur de la province du Kwilu, Dr Philippe Akamitounan Dolo, et du commissaire général de la police nationale congolaise. Cet événement est marqué par une parade spéciale réunissant tous les éléments de la police nationale congolaise de la garnison de Bandundouville. Après l'arrivée des troupes et les mots de bienvenue prononcés par la commissaire provinciale de la PNC Kwilu, général Angel Yangbonga, le ministre de l'Intérieur lance officiellement l'opération Dobo dans l'ensemble de la province du Kwilu en interpellant la police Kwilu sur sa mission officielle avant de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eloyo, police Nabiso, ezali doté na loi de programmation. Mais avant loi de programmation, Tosalaki Moussalana, ministre de la fonction publique, tout ça là qui en sorte que la instruction à président de la République que police est à la inscrit la sécurité sociale. Tout yo azana kat na police na biso akoki kozala na inquiété pour na avenir na ye tanga aussi sa carrière na ye aza inscrit na sécurité sociale à cause du mois na ye na tango ya vieillesse na ye. Notez que le VPM, ministre de l'Intérieur, est dans le Kwilu dans le cadre de la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Réinsertion sociale dans la province de l'Ituri, l'Institut national de préparation professionnelle fait ses preuves depuis l'instauration de l'état de siège dans cette partie du pays. Femmes, filles, garçons et hommes sont formés et rendus autonomes grâce à la formation suivie dans cet établissement public, ce qui réjouit les Ituriens qui jadis manipulaient les armes mais aujourd'hui se prennent en charge par leur métier appris à l'INPP. Regardez. Au cœur de la ville des Bunia, à l'intersection des avenues Mulungue et du gouvernorat, se lève majestueusement un bâtiment moderne, l'Institut national de préparation professionnelle INPP Ituri. Cet établissement public à caractère technique et social s'est donné pour mission la promotion professionnelle de jeunes Ituriens en leur offrant des formations adaptées aux exigences du marché du travail. Une initiative largement saluée par les apprenants. Nous avons vraiment vu et nous avons vécu dans les jours où nous avons passé notre stage ici et nous avons vraiment trouvé que l'enseignement ici est excellent. Avant, je ne maîtrisais pas bien Word, Excel, mais lorsque je suis arrivée ici, j'ai un peu maîtrisé certaines choses que je ne savais pas. Au-delà de jeunes, l'INPP Ituri accueille également toute personne désireuse d'accueillir des connaissances et des compétences pratiques, à l'image de nombreuses mères des familles qui y trouvent une opportunité de développement personnel et économique. Je sais coudre. J'ai déjà confectionné 4 blouses. Nous faisons appel à d'autres femmes afin qu'elles viennent apprendre pour faire progresser notre activité. Nous saluons le travail remarquable accompli par le gouverneur Luboya en faveur du développement de notre province de l'Ituri. Rappelons que l'INPP Ituri joue également un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité, notamment à travers la réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants. Ce travail est porté par les leaderships affirmés de son directeur général, Godefroy Stanislas Chimanga, incarné en Ituri par le chef d'antenne, Marc Sikou Kantitima, dont la vision s'inscrit dans le cadre du soutien au gouvernement de l'état des sièges, dirigé par le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Un mot sur la défense nationale. Le ministre délégué et à la défense en charge des anciens combattants Eliezer Tamboué a effectué lundi dernier une ronde d'inspection des sites spoliés et non spoliés appartenant au patrimoine des anciens combattants dans la ville de Kinshasa. La visite a commencé au bâtiment administratif du secrétariat général aux anciens combattants, situé sur l'avenue du fleuve à la Gombe. 3 divisions y fonctionnent, pensions, rentes et statistiques.
Après avoir reçu des explications sur leur fonctionnement, le ministre a annoncé son intention de moderniser ses services par la numérisation des données, la gestion des doublons et la mécanisation des agents encore exclus des listings de paiement. Accompagné de sa délégation, Eliezer Tambwe-Mposhi s'est ensuite rendu sur l'avenue Mongala et Bandundu où une concession des anciens combattants est menacée d'expropriation par l'hôtel de ville de Kinshasa. Sur place, il a échangé avec les autorités locales et constaté l'ampleur de la situation. Le ministre délégué a poursuivi son itinérance à l'hôpital militaire des anciens combattants, bâti depuis 1963 dans la commune de Kasavubu. Ici, Eliezer Tambwe-Mposhi a visité le service de la pédiatrie ainsi que celui de la dentisterie. Juste après, il a échangé avec le médecin directeur, Dr Mwajima Kasongo Jean-Baptiste, qui a plaidé pour une modernisation des infrastructures afin d'en faire un établissement de référence. La tournée s'est achevée au mémorial des anciens combattants de la force publique au rond-point Force, toujours à Kasavubu. Sur place, le ministre a tablé sur l'importance de réhabiliter ces sites historiques et d'en faire un véritable lieu de mémoire. À l'issue de cette visite, Eliezer Tambwe-Mposhi a réaffirmé sa détermination à mettre en œuvre la vision du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans l'étape de la prise de contact. Nous sommes là depuis le matin. On a été voir dans quelles conditions les travailleurs du secrétariat général des anciens combattants sont en train de travailler. Et nous avons aussi l'obligation d'identifier les biens des anciens combattants, spoliés ou non spoliés. On a visité l'hôpital des anciens combattants ici à Gambela. On a vu dans quelles conditions les gens se trouvent. On doit voir dans quelle mesure faire quelque chose. Notez que cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une mission d'itinérance qui se poursuivra sur l'ensemble du territoire national afin d'écouter les anciens combattants et recueillir leurs diverses préoccupations. Visite surprise mercredi sur les chantiers de grands travaux à Kinshasa, accompagné du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux et des représentants de l'entreprise BK RDC. Jean-Claude Tshisekedi, l'hôte de marque de la CGT, s'est rendu compte de l'état d'avancement de la rocade de Kinshasa ainsi que de plusieurs autres chantiers dans la capitale. Regardez. La visite a débuté au PK35 plus DSA60 de la rocade sud-est sur l'avenue Nzoku, où l'entreprise chinoise Covec exécute des travaux de lutte anti-érosive. Sur place, le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzao, accompagné du directeur généraux des entreprises BK et CISC SA, a présenté plusieurs cartes stratégiques. Ces cartes ont permis d'illustrer l'importance des corridors routiers en Afrique, notamment pour le transport de minerais du Katanga par la route nationale numéro 1 jusqu'au port en eau profonde de Banana, dans le Congo central. Le même schéma pourrait également faciliter l'acheminement du diamant en provenance du centre du pays vers l'océan Atlantique. La présentation s'est poursuivie avec la carte de projet structurant prioritaire route avant de conclure celle de deux rocades de Kinshasa, la sud-est et la sud-ouest. La délégation s'est ensuite rendue au PK18 plus 000 où l'entreprise Covec construit un pont sur la rivière Njélé. Les travaux en cours portent sur la mise en place de poutres, une étape cruciale dans l'avancement de cet ouvrage de franchissement. Les périples s'est poursuivi par un arrêt à la base vie des Covec au PK13 plus 800 avant de rejoindre la rocade sud-ouest à Metendi, là où le projet routier croise la route nationale numéro 1. À cet endroit, un échangeur à 3 niveaux sera érigé afin de fluidifier la circulation et d'éviter les conflits de trafic entre ces deux axes stratégiques. À l'issue de cette tournée d'inspection, Jean-Claude Tshisekedi a livré ses impressions. Une belle infrastructure qui sera utile déjà pour désengorger la ville de Kinshasa. D'après ce que j'ai vu, d'avoir une circulation beaucoup plus fluide dans une grande ville permet de perdre beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de temps déjà pour... le temps c'est de l'argent comme dit l'adage. J'ai vu aussi que sur la carte comment présentée en début
avant la ronde ici que j'ai fait, diverses voies de communication seront bâties, quoi. Le Congo n'a pas de voie de communication. Et alors maintenant on pourra faire venant de l'Afrique australe, aller jusqu'en Afrique du Nord en passant par le Congo. Et c'est un mot que je dis pour ceux qui disent qu'il ne fait rien. Il est en train de bâtir une infrastructure, quoi, voilà. Et là il y a une belle infrastructure qui est en train d'être bâtie déjà au niveau de cette rocade. Il est à noter que les projets prioritaires évoqués lors de cette visite sont programmés pour s'achever d'ici fin 2027. Dans un registre un peu similaire, réhabilitation de la route Beni-Kassindi-Boutembo, longue de 133 km. Les travaux avancent avec l'élargissement de la chaussée, le terrassement et le remblayage. C'est le but de la visite d'évaluation effectuée le mardi dernier par le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakoulé, accompagné des élus provinciaux. La route Beni-Kassindi, de plus en plus praticable depuis la reprise des travaux de construction de cet axe sur la nationale numéro 4, reliant la République démocratique du Congo à l'Afrique de l'Est via l'Ouganda. L'entreprise Dot Service intensifie les travaux qui sont à ce jour à l'étape de l'élargissement et du rechargement de la chaussée. Des ponts sont également en cours de construction. Déjà à ce niveau, les usagers roulent en toute aise. Ce lundi 25 août, le gouverneur du Nord Kivu a visité cette route pour s'imprégner de l'évolution des travaux, surtout de leur qualité. Le général-major Évariste Somo Kakoulé a pris tout son temps pour visiter non seulement la route, mais aussi différents sites à partir desquels l'entreprise se ravitaille en matériaux locaux. Qu'il y a moins de 5 km du pont Semouliki, c'est ici que Dot Service installe des concasseurs qui seront opérationnels dans une dizaine de jours, ont dit au gouverneur les responsables de l'entreprise. Juste en bas, c'est une autre machine qui est installée. Contrairement à l'ancien système de détonateurs, l'entreprise travaille déjà pour ébranler la roche de l'intérieur, moyennant des mèches pour obtenir de pierres pour concassage, devant servir à l'asphaltage. L'appréciation est positive de la part de l'autorité provinciale, qui espère déjà la concrétisation de ce grand projet du président de la République au regard de l'importance tant sécuritaire qu'économique de cette route. Ce journal s'achève. L'information se poursuit bien sûr sur nos antennes et sur YouTube. Excellente soirée à tous et à demain.